Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique où j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Ravel pour aborder une nouvelle thématique liée à deux enjeux finalement, puisque nous allons nous intéresser à un pays, la Roumanie, et à son destin au sein de l'Europe. Est-elle un symbole de l'aboutissement européen ou un symptôme de ses contradictions ? Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Alors justement, penchons-nous sur ce pays, la Roumanie, pays de langue romane, je tiens à le préciser, on le voit tout à l'est, qui a de ce fait presque une position particulière au sein de l'Europe. Il a appartenu pendant très longtemps au bloc de l'Est, dans la guerre froide c'était de l'autre côté évidemment, du côté de l'URSS et des pays satellites, et en même temps il avait une position un peu singulière puisqu'on pensait la Roumanie comme une sorte de passerelle entre l'Occident et l'URSS. Oui, votre question est intéressante parce que déjà dans votre question, il y a plusieurs logiques qui transparaissent et qui sont nécessaires de mettre en évidence. Alors vous avez en plus totalement raison de commencer en faisant une première singularité sur la Roumanie, alors que la plupart des pays qui l'entourent sont slaves. Alors après on pourrait y regoter, mais je pense notamment à la Pologne ou à la Bulgarie par définition. La Roumanie a toujours été un pays de tradition romane et qui a d'ailleurs fait partie de l'Empire romain très tôt. Et d'ailleurs, si on se rappelle la fin du 19e ou le début du 20e siècle, les Roumains se piquaient d'être des fins connaisseurs du français, et c'est le français qui était appris comme une seconde langue, beaucoup plus que l'anglais ou par la suite le russe. Donc il y a déjà une première différence très, très importante, et qui d'ailleurs n'est plus si connue que ça en France, qui est assez paradoxale. Après, pour faire simple, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Alors là, on ira très très vite, parce qu'en plus, la Roumanie était plutôt dans le camp des Alliés en 14-18, et ça la prédisposait donc pas à être dans le camp de l'Allemagne et de l'Italie dans la Deuxième Guerre mondiale, donc plutôt dans le camp des vaincus. Et d'ailleurs, en fait, quand l'armée soviétique ou l'armée russe vont arriver, la Roumanie va faire un coup d'État, ils vont se ranger du côté du russe, mais enfin, il sera bien tard, et il y a un système ou un parti politique communiste qui est installé début mars 1945. On se retrouve donc totalement dans cette logique telle que vous la décrivez, d'un bloc de l'Est. Donc là, je reprécise, parce que pour nos auditeurs qui sont les plus jeunes, c'est quand même maintenant des réminiscences qui sont très très lointaines, collège ou lycée, et qui par définition ne sont pas dans le vécu comme les générations les plus anciennes. Mais il y a 6 pays de l'Europe centrale et orientale qui faisaient partie du bloc communiste. On avait la République démocratique allemande, on avait la Pologne, la Tchécoslovaquie à l'époque qui faisait qu'un pays, Olivier, la Hongrie, la Bulgarie et donc la Roumanie. Et donc on se retrouvait avec ce bloc, qui d'ailleurs sera principalement constitutif du pacte de Varsovie en 1955, l'alliance militaire qui était censée faire le contrepoids à l'OTAN. Et la deuxième singularité de la Roumanie dans ce cadre-là, c'est qu'elle jouait toujours un peu le rôle de cavalier seul ou volontairement de pays un peu différents ou divergents. C'est-à-dire qu'il y avait toujours là l'espoir pour les Occidentaux, même dans les moments de la guerre froide les plus tendus, d'avoir une sorte de pays intermédiaire ou de transition. Et les Occidentaux ont toujours un moment, surtout entre les années 60 et les années 80, parce qu'après, on va y revenir avec Nicolae Ceausescu, ça a changé. Mais il y a toujours eu l'espoir d'essayer de trouver un pays un peu plus réformateur dans le bloc de l'Est. Et ça, c'est une tendance qui est importante à souligner, me semble-t-il, parce que c'est une propension qu'on a toujours en relation internationale. Quand on est face à un régime assez dur, ou qui ne comble pas nos voeux en fin de politique, on espère toujours qu'il y a une sorte de réformateur ou de réformisme qui va se trouver soit au sein du pays, soit dans une alliance. Et c'était un peu le rôle de la Roumanie. Et d'ailleurs, on peut en donner un exemple. Lors des Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984, la Roumanie est le seul pays du bloc de l'Est à aller aux Jeux Olympiques de Los Angeles, puisque tous les autres pays, Union soviétique en tête, ont boycotté les Jeux Olympiques, puisque je rappelle que les Américains, les Occidentaux avaient boycotté les Jeux Olympiques de Moscou en 1980 à cause de l'invasion de l'Afghanistan le 26 décembre 1979. Donc, évidemment, les Soviétiques ont rendu la paille aux Américains en 1984. Et si on regarde les images, il faudra voir que la délégation roumaine est particulièrement applaudie parce que, justement, on était sur cette grille de lecture d'un pays qui, malgré le fait qu'il subissait la tutelle soviétique dans la guerre froide, cherchait à s'en affranchir le plus possible. Il faut quand même bien se garder d'une lecture qui serait trop angélique, car comme le rappelle Enver Kardankos dans un livre qui est très très célèbre, un des plus célèbres qu'elle ait écrit, Le Grand Frère, qu'elle avait rédigé en 1983, la position était quand même un peu plus ambiguë que ça, parce que souvent la Roumanie servait de tête de pont à l'Union soviétique,
puisque les Occidentaux cherchaient à s'attirer ses sympathies, ils faisaient des investissements financiers ou des investissements technologiques qui souvent se retrouvaient en Union soviétique, et on voit bien que l'Union soviétique instrumentalisait la Roumanie pour arriver à des fins. Donc en fait, le positionnement de la Roumanie était quand même un peu plus ambigu ou ambivalent que ce qu'on espérait qu'il soit dans ces années. Alors, pour dire comme les choses, en plus, par la suite, on va avoir une perspective qui va radicalement changer, et un événement majeur dont les générations actuelles ont du mal maintenant à voir l'amplitude, mais qui a totalement bouleversé ces grilles de lecture, et surtout qui a profondément marqué la Roumanie. L'événement, il est lié aussi à une personnalité, vous l'avez nommé, c'est le chef d'État, le dictateur Ceausescu, qui imprime vraiment un régime stalinien dur sur la Roumanie et dont la chute va quasiment avoir lieu en direct dans les pays occidentaux, diffusée très largement par les médias. Et justement, il s'est passé quelque chose à ce moment-là, donc un événement à la fois politique et médiatique, qui va avoir des répercussions importantes, et notamment, a posteriori, on va se rendre compte qu'il y a eu une mystification considérable. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, l'expérience que va vivre la Roumanie globalement, alors parce que Nicolae Ceausescu prend le pouvoir dans le courant des années 60, d'abord en tant que premier secrétaire du Parti communiste, c'est une tradition dans les partis communistes, puis il va être élu président de la République par la Grande Assemblée populaire roumaine, une première fois, puis une seconde et une troisième. Bon. Alors, vous qualifiez le régime de système stalinien, c'est exactement ça, parce que il y avait d'abord un culte de la personnalité qui est quand même un des fondements du régime stalinien. Et là, il y a deux ou trois événements qui sont assez célèbres, ou des surnoms qui étaient donnés, puisque d'abord, Ceausescu se faisait appeler le conducador, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce que ça veut clairement dire leader ou chef ou guide, ce qui veut dire que ça rapprochait paradoxalement des logiques de Duce ou de Führer en Italie ou en Allemagne. Donc on voit déjà là toute une ambiguïté. Et puis surtout, il y avait deux surnoms qui étaient devenus de plus en plus courants dans les années 80 et qui montrent bien la logique très extraordinaire, presque dithyrambique, c'est le terme que j'ai cherché. Le surnom de Ceausescu, c'était le génie des Carpates et le Danube de la pensée. Quand on se rappelle qu'en plus c'était quelqu'un qui n'avait pas fait d'études et qui d'ailleurs courait les universités occidentales afin d'avoir des diplômes honoris causa et d'être plus respecté de par ses compétences universitaires. Enfin, on voit bien qu'on est dans la grandiloquence. Il faut rajouter à ça le fait qu'on avait une police politique, la Securitate, qui était très connue à l'époque, très très craint. Et d'ailleurs, non seulement la Securitate avait un pouvoir sur l'économie, mais elle surveillait tout le monde, elle était très effrayante pour les Roumains, et parfois elle cherchait à piéger les Occidentaux. Et puis en plus, on avait un népotisme avec Elena Ceausescu, qui elle aussi était docteur honoris causa, et le fils le plus jeune. Et on ne va pas rentrer dans des histoires trop complexes, mais en plus, l'emprise de la famille sur le pays était telle qu'on a su par la suite que la très fameuse gymnaste Comaneci en 1976 avait dû s'enfuir du pays parce qu'en fait, elle était presque forcée de sortir avec le fils de Ceausescu. Donc on voit bien, en fait, on était rentré dans un pays ubuesque, au sens premier du terme tel qu'il avait été écrit dans le célèbre roman. Et donc là, il y avait déjà un pays dont la dictature n'avait fait que se renforcer, était particulièrement dure, avec des pénuries d'ailleurs très très importantes, et des queues qui faisaient parfois 1 kilomètre ou 2 kilomètres. Et pour être totalement honnête, si vous me permettez cette remarque personnelle, pour y avoir été pendant 3 semaines en 1986, c'est des choses, en tant que jeune étudiant, auxquelles j'avais été frappé à l'époque d'ailleurs de constater à quel point elles étaient vraies. Donc en fait, on a déjà la mise en place d'un régime qui est très très difficile. Alors en plus, ça c'est déjà la première singularité de la Roumanie. Parce qu'il faut bien comprendre que il y a quand même eu une démocratisation, surtout avec Gorbatchev, on va y revenir. Et donc dans les années 80, avoir un pays qui s'attache toujours à rester stalinien, alors que globalement, il y avait déjà eu avec Nikita Khrouchtchev, y compris l'Union soviétique, une déstalinisation, ça prouvait déjà bien une sorte de démarche particulière. Mais alors, ce qui va se passer par la suite, et on en revient à la suite de vos propos, c'est qu'il va y avoir une révolution, Olivier, en décembre 89. Et alors là, il y a plusieurs choses qui sont interpellantes. D'abord, il faut que nos jeunes auditeurs se rappellent ou apprennent que c'est la première fois qu'on vivait pratiquement des événements en direct. Et que le monde a été frappé de stupeur par la vitesse à laquelle ça s'est déroulé. Et ça, on va y revenir parce que, justement, ça aurait dû nous amener à plus de prudence dans leur interprétation. Et donc, le 22 décembre 1989, on a une image d'ailleurs qui est très célèbre. On a la foule de Bucarest, et encore une fois, pour y avoir été, imaginez qu'une foule se réunisse spontanément, sans y être autorisée, et sans que les forces de police ou de l'armée n'interviennent, c'était déjà quelque chose d'assez paradoxal. Et on voit la foule qui rentre sur le palais de Ceausescu.
et qui ne s'arrête plus. Et d'ailleurs, à un moment, la télévision roumaine s'arrête. C'est-à-dire, on voit Ceausescu qui est en train de chercher à haranguer le peuple et en train d'essayer de faire en sorte, de calmer ce qu'on pressent être une révolution. On connaît la phrase célèbre de Louis XVI qui demande à un de ses collaborateurs, beaucoup plus tôt en France, est-ce une révolte? Et on lui répond non, sire, c'est une révolution. Et on se retrouve exactement dans cette situation-là, avec une image incroyable de Ceausescu qui a une toque en fourrure sur la tête et qui tout d'un coup, l'image se stoppe parce que dans un pays comme celui-là où tout est contrôlé, on ne veut pas montrer le fait que le bâtiment est pris d'assaut. Donc après, il y a une fuite éperdue. Ça va très mal se passer puisqu'il est arrêté au bout de 3 jours. Et d'ailleurs, il aura un procès stalinien qui durera 45 minutes avec un avocat qui sera plus un procureur à charge supplémentaire qu'un avocat. Et en gros, ils sont dans une cour avec son épouse et ils sont fusillés à coups de chargeur de Kalachnikov dans les 3 jours. Donc en plus, ça va être d'une brutalité assez rare. Mais là où c'est intéressant, à mon sens, pour nos étudiants, et ce qui renforce la singularité de la Roumanie, c'est que très rapidement, Olivier, on s'est interrogé sur la façon dont les événements se sont déroulés. Ça me donnera l'occasion, le cas échéant, de donner 2 ou 3 conseils de lecture, même si les ouvrages que je vais évoquer sont maintenant, à mon sens, assez difficiles à trouver. D'abord, si on veut voir dans quel état de schizophrénie, de difficultés en termes de ravitaillement et surtout de népotisme et de contrôle de la société roumaine, la famille Ceausescu avait mis en place, il faut lire un ouvrage de Ion Pacepa, qui était général, qui s'appelle Horizon Rouge, et qui était parti en 1978 aux États-Unis, qui a été débriefé 4 ans, excusez du peu, tellement les Américains voulaient justement voir ce qui se passait, parce qu'en gros, c'est lui qui dirigeait le service secret roumain. Donc il faut imaginer quand même que le chef des services secrets part à l'ouest. Donc là, c'était quand même... Vous pourriez expliquer juste débriefer ce que ça signifie pour Débriefer, vous avez bien raison. Débriefer, ça veut dire que la CIA, pour dire clairement les choses, pense qu'il y a tellement d'informations importantes qu'ils lui interdisent de sortir, ils lui interdisent tout contact, et en gros, ils l'interrogent pendant 4 ans, ce qui là est assez rare, pour voir l'ensemble des informations qui seraient importantes et qui pourraient permettre aux États-Unis ou aux puissances occidentales d'infléchir ou de changer la situation. Vous avez raison de m'amener à préciser ça. Et puis après, il y a 2 autres ouvrages qui sont assez intéressants. Il y a un ouvrage qui a été écrit par Victor Lupan, alors là, beaucoup plus tard, après la Révolution, en décembre 1890. Et le titre est intéressant parce que le titre, c'est « La Révolution n'a pas eu lieu, Roumanie, histoire d'un coup d'État ». Donc déjà là, il y avait un premier doute. Et il y a un Français, puisque Victor Lupan était roumain, d'origine, même s'il travaillait pour le Figaro, il y a un Français qui s'appelait Michel Castex, qui lui a écrit un ouvrage dont le titre est assez sidérant, « Un mensonge gros comme le siècle, histoire de manipulation ». Et là, Olivier, c'est très intéressant, et je demande à nos étudiants de bien entendre, parce qu'en fait, dès le départ, il y a un tas de questions qui sont posées. D'abord, comment est-il possible de mettre en place une révolution dans un pays a priori aussi verrouillé, aussi contrôlé, dans lequel il y a une dictature totalitaire qui est en place depuis si longtemps, sans qu'il y ait aucune résistance? Il y a beaucoup de choses qui sont parues assez vite, assez particulières. On se rappelle de ces photos où finalement les corridors de la police roumaine, plutôt que de contingenter la foule, se sont mis à s'écarter. On s'est rappelé que l'armée roumaine et les forces de police roumaines ont refusé de tirer sur la foule alors que Ceausescu avait donné l'ordre de le faire. On s'est rappelé que finalement les Russes, qui étaient quand même censés être le grand frère, pour reprendre la terminologie d'Alen Karadonkos, sont restés étonnamment absents. Sauf si on regardait bien les images d'une télévision qu'on évoquera tout à l'heure, la 5 en France, où on voyait d'ailleurs les Spernats, les fameux parachutistes soviétiques, qui étaient au loin avec les fameux bérets bleus, mais dont on voyait bien qu'ils n'avaient pas l'air trop d'interagir. Et cette précision est très importante parce qu'en fait, en 89, il faut rappeler, Olivier, que c'est Mikhail Gorbatchev qui, depuis 1985, dirige l'Union soviétique. Or, il mettait 2 politiques, perestroïka, glasnost, la transparence et la nécessaire transformation de la société, et il ne supportait plus Nicolae Ceausescu, qui lui refusait toute transformation. Donc on peut quand même légitimement s'interroger sur quel est le rôle véritable qu'ont joué là et les services secrets roumains et l'armée roumaine, bien sûr patronnée par le grand frère, d'autant plus que quand on regarde les images de l'époque, il y avait des douilles de munitions partout, et on sait bien que l'armée roumaine n'avait pas un tel arsenal à sa disposition spontanément. Mais il y a d'autres éléments qui sont aussi un peu interpellants. Il y avait normalement un combat qui a duré 3 ou 4 jours, on peut retrouver les images maintenant, au sein de Bucarest, et on disait que les dernières troupes qui étaient fidèles à Nicolae Ceausescu, qui étaient censées être des mercenaires nord-coréens, libyens, étaient en train de l'aider. On ne les a jamais retrouvés. Et l'événement le plus célèbre est bien sûr l'histoire du charnier de Timișoara, où on avait dit à l'époque qu'on avait trouvé 4500 morts, qu'ils avaient été massacrés par les forces de Ceausescu, et dont on s'est rendu compte par la suite qu'en fait, il y avait moins d'une centaine de victimes, qu'en réalité, on avait plutôt ouvert une fosse commune pour rechercher des gens qui auraient certes été abattus par la police, mais que ça n'a rien à voir avec un charnier. Et il faut rappeler qu'en France,
À l'époque, on avait titré, et tous les journaux avaient titré, sur le charnier, sur le massacre ou sur un génocide. Et avec le recul, ça apparaît donc effectivement comme l'une des premières grandes manipulations des médias à leur corps défendant, et on peut effectivement s'interroger sur le fait si, en fait, c'est toute la classe politique roumaine au pouvoir qui s'est débarrassé de Ceausescu parce qu'il devenait beaucoup trop encombrant, qu'il devenait même menaçant pour eux, et qu'il est nécessaire pour garder le pouvoir, finalement, que de s'en débarrasser, ce qui explique le titre qu'on a donné tout à l'heure, pas révolution, mais coup d'État. Et donc c'est assez intéressant parce qu'il est évident que ça a profondément marqué la Roumanie. Si vous me permettez, je donne une dernière image. Je l'avais vu, Ceausescu, dans sa mégalomanie, avait fait construire un palais avec une avenue qui devait être plus large que les Champs-Élysées. Alors le problème, c'est que dans les magasins, il n'y avait rien parce qu'on était en pénurie, et le palais n'était toujours pas achevé au moment des faits. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le gouvernement roumain ne sait plus très bien quoi en faire. Donc, il est évident que la Roumanie a dû, digérer tous ces événements, et qu'on voit bien que ça fait quand même de ce pays. C'est pour ça que ça me paraissait important d'en retracer l'histoire à travers la question que vous posez. On voit bien quand même que ce pays a eu un destin très singulier, c'est clair. Est-ce que ces éléments, donc l'histoire, l'appartenance au bloc de l'Est, le destin de Ceausescu, ce népotisme qui a retardé le pays aussi, est-ce que ça explique l'adhésion tardive de la Roumanie à l'Union européenne? Alors ça aussi c'est une bonne question, puisque alors maintenant ça nous amène sur la période plus contemporaine, et la Roumanie a mis du temps pour rentrer. Alors je vais rappeler les dates. La Roumanie est rentrée officiellement au sein de l'Union européenne le 1er janvier 2007. Bon. Alors effectivement c'est très tard, surtout si on rappelle que la plupart des pays de l'Est, alors on les appelle les PECO ou les anciennes républiques populaires, la République démocratique allemande avait fusionné avec l'Allemagne de l'Ouest pour faire l'Allemagne qu'on connaît aujourd'hui. La Tchécoslovaquie s'est scindée en deux, mais la République tchèque comme la Slovaquie sont rentrées le 1er mai 2004. C'est le cas de la Pologne, c'est le cas de la Hongrie. Donc en fait, on peut considérer que la Roumanie a mis du temps à rentrer. Et on pourrait y voir l'ensemble des événements qui ont fait qu'il a fallu plus de temps à la Roumanie pour pouvoir se ressaisir. Ce ne serait pas totalement juste, Olivier, si vous me permettez, parce que ça mettrait de côté un élément qui est essentiel, à savoir l'économie. Et d'ailleurs, il y a une preuve, c'est que la Bulgarie est rentrée en même temps que la Roumanie le 1er janvier 2007, ce qui prouve bien que ce n'est pas tant le cas particulier de la Roumanie là qui a joué, ça a joué, que la difficulté économique. Et en fait, on avait deux pays qui étaient vraiment en nécessité que d'harmoniser beaucoup plus, parce que le retard avait été pris beaucoup plus avec les pays de l'Union européenne. Il faut rappeler qu'il faut harmoniser les règles au niveau juridique, au niveau financier. Et là, on avait un pays qui, objectivement, avait plus de difficultés à se mettre aux normes. D'ailleurs, je donnerai qu'un seul indice, qui montrera aussi parfois la complexité de nos institutions européennes. Il faut rappeler que l'Union européenne donne des subventions aux régions qui sont considérées comme les plus défavorisées. Or, le mécanisme est un peu complexe parce qu'il faut que la région ait un PIB par tête d'habitant inférieur à 70% de la moyenne du PIB de l'ensemble de l'Union européenne. Mais on s'était rendu compte, notamment les commissaires européens, que si la Roumanie rentrait dans l'Union européenne, son PIB était tellement faible qu'il faisait brutalement chuter le PIB moyen, et que donc, comme le PIB moyen par tête d'habitant était le marqueur pour distribuer les subventions, il n'y a plus que les régions roumaines qui auraient eu les subventions d'aide en termes de pauvreté. Donc on a dit non, il faut surseoir et il faut reculer. Donc si on vous suit, finalement, l'adhésion de la Roumanie est plutôt le signe d'un succès économique, alors relatif bien entendu, mais en tout cas une sorte de rattrapage du retard qui lui a permis d'intégrer l'Union européenne. Ce serait une première grille de lecture, et ce serait une première grille de lecture qui s'inclinerait plutôt sur une dynamique économique, parce que là, on pourrait faire remarquer que finalement, de 1957 à 2013, puisque la Croatie rentra par la suite, on est passé de 6 à 28, qu'on a cherché globalement à créer un grand marché européen, alors avec ses vicissitudes, c'est le plus ou moins bon fonctionnement, mais qu'on a cherché à créer une identité, à favoriser les échanges, et que des pays comme la Roumanie ont terriblement bénéficié de ça. Ce n'est pas le seul d'ailleurs, parce que souvent, il y a parfois un certain nombre de malentendus. On dit que ces pays ont exclusivement bénéficié de l'entrée au sein de l'Union européenne. Mais c'est un peu plus complexe que ça, si on me permettait, Olivier, parce que si on prend un pays proche ou voisin comme la Pologne, quand un pays comme la Pologne rentre dans l'Union européenne, un pays comme la Pologne est obligé de tout modifier dans son économie, notamment son économie agricole, pour pouvoir répondre aux logiques de quotas, par exemple. Et donc, ça favorise aussi les pays qui étaient déjà là avant, parce que ça empêche que certains pays ne jouent pas le jeu de l'Union européenne, ou soit ne jouent pas le jeu des quotas tels qu'ils existaient, ou des règles ou des normes telles qu'elles existent. Donc, c'est vrai que d'un point de vue historique, culturel, civilisationnel et économique, tout ça peut paraître être un grand succès.
Parce qu'on a envie de dire, on s'est affranchi de la guerre froide, on s'est affranchi des vicieux de l'histoire, et on a réussi à réunir la grande famille européenne. Donc cette première grille de lecture-là, franchement, oui, serait très positive. Après, ce n'est pas forcément la seule. C'est vrai que si on pense à l'euphorie européenne de l'adhésion et l'élargissement de l'Europe, si on regarde du côté des pays de l'Est, et donc c'était vraiment la réconciliation européenne, la grande, grande Europe, on voit aujourd'hui, on assiste vraiment à une montée d'une résistance vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de l'idée européenne, que ce soit en Hongrie par exemple. Exactement, notamment dans les pays de l'Est, paradoxalement. Exactement. Et la Roumanie n'est pas exclue de ce mouvement. Donc politiquement, est-ce que ça signerait pas plutôt un échec? On voit bien qu'on a été obligé de prendre plusieurs étapes successives pour bien montrer que c'était cet enjeu-là et pourquoi c'était cet enjeu-là. Et vous avez raison de souligner que paradoxalement, malgré toute l'histoire qu'on vient de souligner et tous les avantages spontanément qu'on pourrait penser que la Roumanie a eu dans le cadre de l'Union européenne, on se retrouve sur des mouvements populistes ou en tout cas qui sont avec une grille de lecture qui est beaucoup plus méfiante, c'est le cas aussi en Pologne, sur l'Union européenne. Et ce n'est pas le cas que dans les pays de l'Est d'ailleurs. Ça nous amène évidemment en guise de conclusion, en termes de symbolique, à une lecture un peu plus mitigée. Parce qu'on rappellera brièvement que l'idée, c'était plutôt, si vous me permettez de caricaturer, de faire les États-Unis d'Europe, parce qu'on sentait qu'une nouvelle puissance allait émerger, parce que dans la continuité de Tocqueville, de la démocratie en Amérique en 1851, où Alexis de Tocqueville dit déjà que dans la deuxième partie du XXIe siècle, la Russie, Union soviétique, ou à l'époque il n'était pas encore, où les États-Unis seront les deux futures puissances, il faut que les Européens s'associent. Et d'ailleurs, c'était l'idée, avec l'échec de la communauté européenne de défense, on a fait la CE, parce qu'on a fait semblant de faire de l'économie pour pouvoir arriver à une meilleure intégration. Et l'euro, encore une fois, en est la symbolique. L'euro est beaucoup plus une démarche politique, car on n'a pas besoin d'une monnaie commune pour avoir un marché commun. Il y a d'autres organisations économiques dans le monde, en géopolitique, qui ont des marchés communs. On peut penser à l'ENA avec les États-Unis, le Mexique et le Canada, qui n'ont pas une monnaie commune. Donc en fait, succès économique, certainement plus ou moins. Succès social, c'est plus discutable. Succès géopolitique, que pèse l'Europe aujourd'hui? Donc finalement, la Roumanie montre les deux, d'autant plus que si vous me permettez une dernière remarque sur ce point, ce n'est pas l'Union européenne ou la CE qui l'a précédée qui a permis aux pays de l'Est d'être indépendants, Olivier. C'est presque une évolution de l'histoire qui a fait que ces pays-là sont devenus indépendants, c'est-à-dire presque malgré nous. Et j'ai envie de finir par cette question. À l'époque, beaucoup de ceux qui étaient pour l'Union européenne se sont réjouis de l'entrée de ces pays de l'Est parce que la famille était réunie et que c'est vrai, que c'était touchant. Après toutes les vicissitudes, il faut rappeler, d'ailleurs, Budapest 56, Prague, le printemps de Prague 68, etc., de voir les pays européens qui, de fait, de par leur histoire, appartiennent à l'Europe, nous rejoindre. Mais j'oublierai jamais les propos de Jean-Louis Bourlange, si vous me permettez, qui est un député européen, qui disait finalement, quand on est pro-européen, on devrait presque avoir envie de dire non à l'entrée de ces pays au sein de l'Union européenne. Parce qu'on fait rentrer des pays qui sont tellement différents en termes d'histoire quand même, notamment sur les 80 dernières années. Et comme on fonctionne à l'unanimité, comment peut-on aboutir à une évolution politique? Comment peut-on aller davantage vers l'intégration telle que le projet européen le nécessitait au départ, si on fait rentrer des pays qui sont aussi différents en termes de taille, en termes d'histoire et en termes de succès économique? Et Bourlange, en fait, Jean-Louis Bourlange, en fait, dans son idée, il fallait surseoir à leur entrée, le temps qui est d'abord une intégration pour ensuite les faire rentrer. Et c'était un débat qui était très important dans les années 90. Élargissement ou approfondissement. Et de ce point de vue-là, la Roumanie est bien sûr, comme souvent en géopolitique, à la fois le signe d'un grand succès, mais de défis qui nous restent à atteindre. Fabrice, merci beaucoup. Je vous propose de nous interrompre ici même. Merci beaucoup à vous, Olivier. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.